Aujourd'hui, pendant mon intervention, j'ai eu envie de partager avec vous l'histoire d'un dispositif et sa réalité sur un territoire, qui est celui de la Gironde. Je commencerai par vous présenter le point d'origine du Capri, qui vous indiquera aussi la place à partir de laquelle je vous parle. Je partagerai dans un second temps le vécu de ce dispositif, la manière dont il s'est modélisé dans la rencontre avec le public, mais aussi dans la rencontre avec le phénomène et l'action publique qui entoure ce phénomène. Donc le Capri, il a été créé en juin 2015. C'est une association loi 1901 qui naît de 3 acteurs. Chacun, à partir de son désir, voulait s'engager auprès de la préfecture dans ce nouveau défi qui était la prévention de la radicalisation. Il y avait d'abord la mairie de Bordeaux qui avait envie de créer une cellule de veille sur les questions de radicalisation, voir comment dans cette ville, cette réalité existait. Ensuite, on a eu un second acteur qui est la Fédération des musulmans de la Gironde, qui est une fédération d'associations du culte et de la culture, qui, elle, avait envie de s'engager sur un volet de contre-discours. Leur idée, c'était d'avoir un espèce de droit de réponse à une propagande assez riche sur les réseaux sociaux et sur leur religion. Et puis enfin, on a un troisième acteur, qui est la Société française de recherche et d'analyse en emprise mentale, qui, elle, était sollicitée par les familles de jeunes qui pensaient que leurs jeunes étaient sous emprise mentale, et c'était un peu le postulat commun à l'époque. Ces 3 acteurs sont adressés à la préfecture pour s'impliquer avec elle dans la stratégie préventive. Et le directeur de cabinet de l'époque, responsable du déploiement de la politique préventive sur son territoire, a proposé à ces acteurs de se réunir et de créer un projet commun. C'est comme ça que le Centre d'action de prévention de la radicalisation des individus est né. À ces 3 acteurs se sont joints le conseil départemental, le conseil régional et l'hôpital psychiatrique. Finalement, le bureau, c'est une fédération d'institutions. Et c'est comme ça que face à cette nouvelle modalité de rupture, que peut être la radicalisation, on a des acteurs institutionnels qui se sont mis en lien pour dessiner une réponse. Chacun est arrivé avec une idée. Ils sont tous mis d'accord, par contre, pour confronter leur vision, leurs idées, à la réalité de leur territoire, mais surtout à la rencontre avec le public. La vision commune de ces acteurs, c'est en tant que structure d'accompagnement, ils allaient mobiliser leur attention sur la dynamique subjective et non sur l'objet. C'est ainsi que le I de Capri est passé de islam à individu, donc centre d'action et de prévention, contre la radicalisation, non pas liée à l'islam, mais la radicalisation des individus. J'ai choisi comme fil conducteur de mon propos le temps chronologique parce qu'il nous renseigne sur la proximité plus ou moins lointaine avec l'impact traumatique que nous avons vécu collectivement au travers des attentats. L'ouverture du Capri a eu lieu en janvier 2016, donc peu après les attentats du 13 novembre. Dans cette structure, à ce moment-là, l'équipe elle est composée d'une psychologue vacataire, thérapeute familiale, qui a aussi une pratique en exit counseling, c'est-à-dire en sortie d'emprise mentale, une coordinatrice administrative et moi-même qui me définirai un peu plus tard comme coordinatrice clinique. Aujourd'hui, une accompagnatrice sociale à mi-temps a rejoint l'équipe. On est une toute petite équipe, 2,5 équivalents temps plein, et on a accompagné depuis l'ouverture une 60aine de situations qu'on a déconstruites selon une typologie que je ne vous présenterai pas aujourd'hui parce qu'il a fallu faire un choix en 20 minutes d'intervention. La majorité des cas qu'on est amené à accompagner, ce sont des adolescents qui se situent dans du remaniement identitaire avec un entourage complètement désarçonné face à la rencontre entre ces adolescents et l'objet religieux. Et on a une petite partie aussi de personnes que l'on a appelées donc des personnes radicalisées, qui regroupent des familles de personnes sur zone, ou des jeunes qui sont passés à l'acte ou qui ont voulu partir sur zone, et enfin des personnes qui sont assignées à résidence ou des personnes qui ont des liens avérés avec la sphère terroriste. Et c'est à peu près 20% de nos prises en charge. Je crois que c'est important de le dire. L'idée du Capri, c'était d'éviter de dupliquer les dispositifs existants en embauchant des éducateurs et des psys, et en faisant des spécialistes du dernier symptôme sorti. On ne voulait pas faire de la radicalisation une histoire d'experts. On voulait mobiliser les acteurs du droit commun. C'est pour ça qu'on a déconstruit notre échantillon d'une 60aine de personnes. Notre envie, c'était d'outiller le tissu associatif face à cette problématique, comme on l'a répété plusieurs fois, sidérante, dans l'idée de travailler en complémentarité. Donc on est en janvier 2016, ouvert, prêt à recevoir et prévenir la radicalisation, pour être honnête, sans savoir ce que c'était à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque permet au Capri d'avoir une ligne téléphonique directe, disponible sur le site radicalisation.fr, ligne sur laquelle les personnes concernées peuvent nous contacter. On est peu de temps après les attentats et il est difficile pour nombre de préfectures de laisser la porte ouverte aux acteurs de la prévention en direct. Le postulat étant que les acteurs de la prévention n'ont pas les moyens d'évaluer la dangerosité de la situation. Et on a en tête le traumatisme du passage à l'acte de Mohamed Merah pour la sphère sécuritaire, qui, malgré sa proximité avec l'individu, n'a pas vu venir l'événement. Le directeur de cabinet de la Gironde fait le choix d'ouvrir une porte supplémentaire. Il fait le pari que certaines personnes craignent de s'adresser à l'État et qu'ils seraient plus enclins de confier les situations de leurs proches et de leurs enfants au tissu associatif. Mais qu'est-ce que c'est la prévention de la radicalisation ?
Est-ce qu'on est systématiquement face à des situations qui relèvent de danger? Et quand il y a danger, quel travail est possible avec la sphère sécuritaire? Les missions du CAPRI, c'est de recevoir les familles et les jeunes concernés par la problématique de la radicalisation, mais aussi d'informer et de former les professionnels du territoire. Le CAPRI, à ce titre, assiste à la cellule d'évaluation et de prévention des familles, la CEPRAF, qui vous a été présentée précédemment. Donc on a 3 possibilités pour arriver au CAPRI. Soit les préfectures orientent les situations, soit les familles nous appellent, soit ce sont des professionnels qui peuvent nous saisir directement pour du conseil ou de l'accompagnement en complémentarité de leur action de prise en charge. Il est important pour nous que les professionnels en lien avec les situations ne se désengagent pas sous le prétexte que la radicalisation n'est pas dans leur champ de compétences. Dès le départ, on a pris conscience qu'on était face à une thématique très difficile à penser pour 2 raisons, et j'en évoquerai une aujourd'hui. La première, c'est qu'on a tous été touchés par la radicalisation, tant le terme est accolé médiatiquement aux événements terroristes. Nous avions tous éprouvé l'impact traumatique lié aux attentats. En témoigne le nombre de personnes ayant indiqué qu'ils étaient Charlie, autrement dit, qu'ils partageaient la place de la victime. On était à ce moment-là dans un contexte post-traumatique, avec l'idée qu'à tout moment, ça pouvait ressurgir. Plusieurs exemples m'ont permis de prendre la mesure de cet état de sidération dans ma rencontre avec les professionnels, qui n'étaient plus, à mon sens, dans une posture professionnelle, mais dans un positionnement personnel dans leur rencontre. Je prendrai l'exemple de ma première cellule préfectorale, première cellule à laquelle j'ai assisté. Ça nous permettra aussi d'envisager quelle est la place du psychologue dans ce type de lieu. Au sein des cellules préfectorales sont conviées les institutions de l'État. Il y a l'ARS, le conseil départemental, la PJJ, la CAF, la Directe. Les élus aussi des communes concernées par les situations abordées. En Gironde, c'est le directeur de cabinet du préfet et le référent radicalisation qui anime la réunion. On aborde les situations arrivées via le numéro vert et qui relèvent d'une mission de prévention. Le renseignement territorial nous présente les situations. Il nous présente le témoignage d'une jeune femme qui raconte qu'en échangeant avec la commerçante de son quartier, qui vend essentiellement des produits orientaux, elle a été prise d'inquiétude quant à sa potentielle radicalisation. En effet, la commerçante lui rapporte de manière assez virulente qu'elle n'aime pas la France et qu'elle veut quitter ce pays. Elle rajoute qu'elle a une fille de 7 ans qu'elle va déscolariser, car elle refuse que sa fille soit en contact avec des garçons et qu'elle souhaite que sa fille porte le voile, ce qui n'est pas possible à l'école. Il nous est précisé que le profil Facebook de cette jeune femme comporte de nombreux messages pro-palestiniens. Et maintenant, la parole est laissée au collectif pluri-institutionnel. J'étais assez impressionnée par les personnes assises autour de la table et étonnée d'entendre ce témoignage. Le directeur de cabinet commence en précisant que la diffusion de contenu pro-palestinien ne constitue pas un signe de radicalisation et il nous demande comment pourrions-nous faire face à cette situation. Autour de cette table, il n'y a aucun opérationnel sauf nous. Ce sont essentiellement des directeurs ou des administratifs. Quelqu'un se jette à l'eau et lance « Nous pourrions voir si cette dame a des allocations ». Il continue « Si elle n'aime pas la France et qu'elle a des allocations ». Silence. Nous n'avons aucune méthode, nous nous découvrons. En tous les cas, moi, je découvre ces personnes qui se retrouvent mensuellement à la demande de la circulaire de M. Cazeneuve. La remarque me met hors de moi et je pense à Jean Houry et je me dis « Qu'est-ce que je fous là ?» Ce qui me permet de me repositionner. Et de ma place de psy, j'interviens en indiquant que je n'ai pas compris. On demande à ce monsieur de répéter, pensant que je n'avais pas entendu. Il répète, donc je réitère ma demande et lui explique que je ne comprends pas le raisonnement derrière la proposition et que s'il en est d'accord, il pourrait la partager avec nous pour que l'on puisse suivre son idée. Il y a un temps d'arrêt et il finira par dire « je ne sais pas ». Je crois que ce moment est capital pour notre collectif qui deviendra plus tard une équipe pluri-institutionnelle. Cet aveu nous indique qu'il n'avait pas pensé sa réponse, il avait à mon sens éprouvé la parole rapportée, d'une part comme une vérité, et d'autre part il lui était douloureux en tant que représentant d'une institution étatique d'entendre ce désamour pour la France. Il avait envie que ça s'arrête. Et son seul instrument d'arrêt, c'était d'arrêter les versements des allocations. Il s'agissait pour moi de recontextualiser cette parole rapportée et encourager notre collectif à penser sa place face à ce discours rapporté. Quelle serait finalement notre place ? Qu'est-ce que nous, en tant que collectif pluri-institutionnel, pourrait légitimement nous inquiéter ou nous poser question ? Comment articuler et penser une intervention pluri-institutionnelle, s'il y a lieu, de nos places respectives ? Voilà toutes les questions auxquelles il nous faudra répondre en apprenant à nous rencontrer, tout en découvrant ces témoignages de personnes inquiètes ou concernées par le phénomène. Un phénomène pour lequel l'information devient la connaissance et où la temporalité de l'action sociale coordonnée par la politique se conjugue avec le temps traumatique, mais aussi avec le temps médiatique. Le psychologue fait tiers en interrogeant le sens de l'action. C'est un des positionnements possibles au sein de cette équipe pluri-institutionnelle en devenir. On comprendra plus tard que face à ces acteurs qui parlent une autre langue, nous devrons en permanence traduire de notre place de clinicien ce que nous enseignent nos patients pour permettre aux acteurs autour de la table d'occuper au mieux leur place en étant éclairés par la lecture clinique. C'est avec cette ambition que j'interpelle le renseignement territorial sur une situation.
J'avais comme intuition que la perversité du papa de la jeune fille que nous accompagnions pouvait constituer pour eux une belle opportunité. Ce papa pervers et intrusif était plus qu'enclin à fouiller dans le téléphone de sa fille, mais aussi dans le téléphone du peu d'amis qu'elle avait réussi à conserver, malgré la modalité parentale contrôlante du papa. Ce qui eut pour effet de l'isoler complètement dans son établissement scolaire. Ce papa, animé par de bonnes intentions et légitimé dans son symptôme par la demande de la police, était insistant auprès des adolescentes. Ce qui eut comme conséquence que celles-ci ont préféré couper tout lien avec la jeune fille plutôt que devoir se confronter à l'angoisse générée par cet homme et à sa fille étiquetée maintenant radicalisée. Il me paraissait important de leur traduire que c'est cette nature intrusive qui, à mon sens, faisait en partie consister le symptôme de cette jeune fille qui cherchait par tous les moyens à fuir cette relation incestuelle. Là où je tentais de travailler à soutenir cette jeune fille dans sa tentative de séparation, ils étaient en train, sans s'en rendre compte, de saboter mon intervention en donnant fonction à cette modalité intrusive de lien. C'est dans l'échange et l'écoute qu'ils ont pu revoir leur stratégie de collecte d'informations pour éviter de faire consister précisément ce qu'ils cherchaient à arrêter. Le débat ne se situe plus autour du partage de secrets, car il ne s'agit pas de trahir la parole du sujet. Nous apprendrons rapidement que c'est de l'échange de connaissances dont il s'agit et non pas de l'échange d'informations. Et c'est souvent à la lumière de la clinique adolescente ou du fonctionnement intrafamilial que nous penserons ensemble ces situations dans un cadre non pas extraordinaire, mais bien à partir du cadre légal existant. Si on reprend l'exemple du témoignage du numéro vert au sujet de cette jeune femme qui clame son désamour pour la France, la question que nous nous sommes posée, c'est l'obligation de scolarisation. Il s'est avéré que la jeune fille était scolarisée et que rien ne laissait présager une déscolarisation. Finalement, le cadre extraordinaire, c'était celui de ce conseil de famille que nous étions en train de rejouer, nous, institutions, prenant souvent déjà en charge les personnes dont nous parlions. La possibilité d'avoir un espace d'échange avec toutes les parties prenantes du tissu social permet in fine, dans la majorité des cas, de réduire les temporalités de réponse, de fluidifier la communication entre les institutions, évitant d'écarteler le public dans nos prises de position multiples, parfois incohérentes, voire dysfonctionnantes, chacun étant dans sa propre logique. Pour ce faire, il paraît essentiel que chacun occupe sa place. Le psychologue ne doit pas jouer le rôle du renseignement, le renseignement ne doit pas improviser travailleur social, et c'est seulement quand chacun aura conscience de la place de l'autre qu'on sera en mesure de dessiner une réponse cohérente dans une temporalité autant que possible acceptable. Ces individus qui sont au cœur de notre problématique nous convoquent à nous réunir au-delà de nos langues et au-delà de nos logiques professionnelles. Ils nous convoquent à refaire lien autour d'eux de manière cohérente pour leur redessiner une place possible. Parce qu'on s'est vraiment beaucoup questionné en équipe sur est-ce qu'on y va dans cette cellule, parce que parfois on a très mal aux oreilles, ou est-ce qu'on n'y va pas. Puis on a décidé d'y aller. Je terminerai par un autre exemple qui m'a aussi interpellée dans cette pratique, c'est l'exemple de l'accompagnement dans le cadre de l'assignation à résidence. Cécile Rousseau nous a invités jeudi à réfléchir aux réponses que l'on déploie face au terrorisme et aux conséquences de ces réponses. J'aimerais qu'on réfléchisse à cette réponse particulière qu'est l'assignation à résidence. Face à l'innommable, au meurtre, nous avons eu recours à l'état d'urgence, un état d'exception qui nous autorise à avoir recours à des outils pour nous adapter à ces situations complexes. En effet, l'assignation à résidence est un outil qui permet à l'État de stopper un individu dans sa dynamique radicale. On arrête cette trajectoire dans la réalité, c'est-à-dire dans l'espace géographique, avec des obligations de venir signer à la gendarmerie plusieurs fois par jour. On leur interdit de faire certaines choses qui, du regard du renseignement, favorisent cette dynamique radicale. Mais en l'arrêtant, nous sommes pas en train de figer la dynamique. C'est ce qui s'est passé pour la jeune femme que nous avons accompagnée. L'assignation à résidence vient garantir la sécurité, mais ne permet pas la mise en mouvement. Au contraire, elle paraît enfermer l'individu dans cet espace-temps suspendu. Nous avons expérimenté l'accompagnement dans ce cadre-là, et c'est toujours dans la traduction de notre lecture et dans l'écoute de la vision sécuritaire que nous avons tenté de tricoter une réponse qui prenne en compte la trajectoire subjective pour ne plus être dans une assignation qui fige, mais tenter d'être dans un arrêt qui s'accompagne par ailleurs d'une remise en mouvement chez l'individu. On a été surpris de voir la force du symptôme de Yasmine, qui ayant toujours été objet dans la relation à l'autre, a invité l'État à s'inscrire dans cette dynamique auprès d'elle. C'est ainsi que cette jeune femme de 20 ans se retrouve par l'assignation à résidence dans une forme de répétition de la relation d'objet. C'est par le biais d'un travail thérapeutique et d'un accompagnement vers une insertion sociale que nous avons soutenu cette jeune femme dans sa tentative de sortir de cette position. D'abord dans sa famille, plus tard dans la relation avec son compagnon et enfin face à l'État. La difficulté que nous avons rencontrée, c'est qu'une fois la position de sujet éprouvée, nous sommes retrouvés dans une injonction paradoxale et dans une prise en charge maltraitante. La jeune femme changeait de place, mais l'État ne changeait pas de position à son sujet.
En fait, plus elle avançait, plus elle s'ouvrait vers l'extérieur. On a eu une seconde assignation à résidence qui a été très restrictive, qui lui permettait de se déployer sur le territoire, mais qui en revanche venait couper des liens affectifs qui, pour nous, allaient être contre-productifs. Donc elle a complètement abandonné tous les efforts qu'elle était en train de faire. Sa position d'objet était devenue insupportable, et là où au début de la prise en charge, elle nous expliquait qu'elle pourrait rester toute la vie dans cet espace-temps, sous son arbre, assignée à résidence. Et dans ce cadre précis, on a été dans une incapacité de pouvoir penser une prise en charge globale, parce qu'on a rencontré, je pense, la limite de la logique partenariale. Le niveau local n'est pas compétent dans la prise de décision quant à ce type de mesure d'assignation, et c'est le niveau national qui émettait et dessinait le contour de l'assignation, et qui continue à considérer Yasmine comme objet d'une décision d'exception, ce qui eut pour effet de la recoller avec son compagnon. Et c'est à la justice que Yasmine s'est adressée, retrouvant dans cette démarche la possibilité de sortir d'un état léthargique dans lequel les renouvellements successifs de ses assignations l'avaient replongée. C'est la justice en tant que tiers qui viendra lui permettre de retrouver ses droits en tant que citoyenne. Cette décision de justice est venue soutenir sa place de sujet. Yasmine est immédiatement partie rejoindre les personnes à cause desquelles elle a été assignée à résidence. Nous espérons que le travail accompli pendant cette année de prise en charge lui permettra de se positionner dans le lien autrement que dans le collage. Voilà un petit peu les choses que j'avais envie de partager avec nous sur notre expérience et sur la pratique. Je vous remercie.